Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme toujours, je suis très content d'être là avec un certain deuxième ligne de Metro Racing, un certain jeune homme qui vient de fêter un anniversaire. C'est Théodore de Saint-Rémy. Salut mon cher Théo, et comment ça va les 40... que t'as 42 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, je vais très bien, je te remercie. Et effectivement, j'ai passé le cap comme tous les 23 avril. Et comme je dis souvent, ne nous plaignons pas de vieillir, c'est un privilège qui n'est pas donné à tous, n'est-ce pas? Donc, je suis content d'avoir eu un an de plus et content surtout d'être là avec toi et avec Amélie. Exactement. Alors, tu vas nous dire ce que tu as mangé parce que j'aime bien toutes tes histoires de bons repas français là. Après, on a bien sûr notre special guest qui était là la semaine dernière. On était tellement contents qu'on l'a réinvité quand même. Amélie Mahé qui est là. Salut Amélie, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie de vous retrouver, les garçons. Et on est lundi, lendemain de week-end de rugby. Et comme beaucoup d'équipes, j'ai aussi gagné ce week-end. Donc plutôt la banane avec les échéances qui arrivent. Est-ce que tu as mal partout, Amélie? Un petit peu, ça Un tire, on petit va pas se mentir. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est ce qu'on se disait en off. Si t'as pas mal le lundi, c'est que t'as pas fait ton taf le dimanche. Exactement. Alors moi, j'ai quand même une petite remarque parce que j'ai vu la magnifique photo où vous célébriez la victoire avec tes coéquipières et pas n'importe lesquelles parce qu'il y avait ta fille. J'ai trouvé qu'elles avaient l'air quand même beaucoup, beaucoup plus sales que toi et que tu m'avais l'air très, très propre. Alors, est-ce qu'il faut en tirer des conclusions sur le fait que tu aies mis la nifle ou pas? Alors, la prof d'histoire géo que Josué va te dire qu'une image, tu lui fais dire ce que tu veux. Et en l'occurrence, cette image, cette photographie ne reflète absolument pas la réalité. J'étais effectivement sale, mais les deux avec qui je pose, dont ma fille, ont plongé dans les mares du terrain à la fin du match pour fêter la victoire. Donc, elles étaient fraîchement embuées. Ce qui n'était pas mon cas. J'avais eu le temps de sécher, on va dire, grâce à mes pointes de vitesse de pilière que j'ai élégamment fait tout l'après-midi. Bah écoute, Excellente réponse. On appelle ça donc une illusion d'optique. Exactement. on te quoi. Bah, je suis content que tu as gagné et que tu es là avec nous. Allez, on a plein de choses sur le menu aujourd'hui. On a bien sûr les filles. On va parler de ce super match d'Angleterre. Mais avant ça, on va parler d'Italie. On va vous faire un petit recap sur tout ça. Mais on va petit mot sur le Sevens, bien sûr, le EPCR. Et on va finir avec le top 14. On y va, les gars, on y va. On n'a pas parlé du semaine 4 de ce Six Nations pour les femmes. En fait, on avait Angleterre qui a gagné contre Écosse très facilement 59-7. Irlande aussi qui avait pas beaucoup de difficultés contre les Gallois, 40-14. Et maintenant, on passe à notre match à nous, Italie contre la France en Italie. C'est alors le 4e du monde. Ça, c'est nous les Françaises, contre les 8e des Italiens, en fait. Même s'ils ont un peu de mal contre Angleterre et Italie, ils sont quand même 8e dans le monde. Mais pas beaucoup de public, moins que la France et l'Angleterre. Ça, c'est certain dans ce stade. Le match démarre et en avant par les Italiens. Et Pao Grisé va marquer un premier essai, 7-0, très rapidement. On a failli mettre un deuxième aussi, mais obstruction par Vernier sur Bigot. Et puis carton jaune contre la grande deuxième ligne, Fall, pour un plaquage quand même un peu haut. Italie est plutôt vif, mais ils ont du mal à sortir de leurs 50. Ils vont quand même profiter de leur supériorité avec une belle avancée des avants, 7-7 à 18 minutes. Et puis, ils profitent des erreurs françaises pour prendre du terrain, gros molle qui avance bien. Le 14 va marquer un essai, Italie prend la lead, 14-7. La réponse française, Grisé, n'est pas loin, c'est Bourgeois qui va la faire, mais la transformation est ratée, 14-12, on perd toujours. Et encore, les Italiennes sont très agressives. Elles vont marquer un essai juste avant la mi-temps, 21-12 à la mi-temps. On ajoute un petit pénalité, mais les Italiennes sont toujours très agressives avec leurs avants. Grisé a failli marquer son deuxième pour la journée, mais les Azurés sont vraiment excellents en défense. Boulard avec un joli coup de pied à suivre, mais qui mit les Italiens en difficulté. Vernier qui nous trouve la pénalité, manager avec l'essai. 22-21 à 54 minutes, on est finalement en tête. 61 minutes, et l'attaque italienne est bien lancée. On est chanceux, car ils ont presque 200 mètres de plus que nous pour l'instant, ballon au bain. Bourgeois rate la pénalité important à 70 minutes et un autre à 73 minutes, c'est pas sa journée. Match reste serré, un point d'écart, et on voit pas de lumière pour l'instant, même si on gagne. Encore une belle défense d'Italie, on est à 77 minutes, et voilà.
Marine Ménagère va marquer l'essai de la gagne, mais elle se blesse aussi. 29-21, avec un petit cerise sur le gâteau. Vernier trouve un ballon par terre, Grisé va vite et Chambon, le 9 remplaçant, va la marquer. 34-21, on échappe bien. Ouais, ce match, je trouve ça reprenait un peu ce que je vous disais la dernière fois, à savoir que c'était pas forcément la France qui perdait en rythme ou stagnait sur ses compétences, mais clairement les autres nations qui sont en train de monter petit à petit. Et on s'est clairement fait peur avec les Italiennes. Tu es mené 21-12 à la mi-temps. Alors, il y a un énorme sursaut d'orgueil et on gagne le match et on se rassure. Mais il faut vraiment éviter en fait d'avoir ces petits creux qui peuvent faire très très mal. Et je pense que ça a donné beaucoup de confiance aux joueuses italiennes parce qu'on le rappelle, ça va être notre premier adversaire dans cette Coupe du Monde, hein. On ouvre le bal le 23 août avec l'Italie et elles peuvent nous faire très très peur sur notre entrée en Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous mettre un petit mot sur Fall, qui a quand même pris un carton jaune, mais elle finit joueur du match. Apparemment, elle avait fait deuxième ligne. Bon, on les adore, les deuxièmes lignes, ça c'est certain. Apparemment, elle a fini avec 50 mètres et 23 plaquages, quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, Madou Soufal, elle a une puissance hors norme de par son gabarit. Alors oui, forcément, les cartons, tu te prends une joueuse comme ça, pleine vitesse, ça peut faire très très mal. Mais voilà, joueuse du match, même avec un carton, ça montre toute l'envergure de cette joueuse qui a pris cette seconde ligne à bras le corps et qui tient clairement sa place en équipe de France. C'est un énorme atout pour les Bleus. On va demander à notre autre deuxième ligne de ce podcast, qu'est-ce que tu as soit eu le jour du match ou deux cartons jaunes? Alors, joueur du match, à mon époque, je suis pas sûr que ça existait, ou en tout cas, quand je passais pas à la télé, c'était pas le cas. Et carton jaune, j'en ai une belle collection quand même. Heureusement que je ne les ai pas tous notés, parce qu'il me faudrait quelques cahiers. Non, plus sérieusement, ce match-là, moi, j'ai effectivement apprécié la performance de la deuxième ligne Fall, comme d'ailleurs de sa consoeur Amanda Efeleou, qui a fait aussi un gros match. Mais ce que je trouve, c'est que ça a quand même révélé un certain manque de maîtrise. Être mené en Italie dans un match de cette importance, à une marge d'aller défier les Anglaises pour l'espèce de finale du tournoi, de mener 21-12 à la mi-temps, ça prouve que la maîtrise n'est pas complètement là. Après, elles ont fait le nécessaire pour renverser l'affaire, mais je trouve que ça manquait un petit peu de conviction dans notamment cette première mi-temps pour marquer son territoire. Et on voit que les écarts, comme tu le disais Amélie, se sont quand même un peu réduits parce que les Italiennes, il y a 5 ou 8 ans, elles prenaient 40 points contre les Françaises quand même. Oui, oui, on a toujours dominé et elles font partie, on aurait pu avoir cette espèce de prémisse, mais elles font partie des rares équipes qui nous ont battus en 6 nations. Il y a quelques années, nous avait surprise. Donc vraiment méfiance parce que on le sait, hein, les matchs Coupe du Monde, c'est pas des matchs de 6 nations, c'est pas des matchs de tournée de novembre ou d'été, c'est une autre envergure et toutes les cartes sont redistribuées. Et ce qui est étonnant, c'est que la force qu'ils avaient en môle, en cocotte, là, c'était assez impressionnant. En fait, on ne pouvait pas les arrêter. Je pense qu'ils ont marqué 2 essais comme ça, où les troisièmes, ils venaient parce qu'en fait, on était tous venus pour vous protéger contre ça. Donc, ouais, non, je suis quand même agréablement surpris par cette équipe. Ça nous a bien fait peur pour ce match contre Angleterre. On y va pour l'Angleterre tout de suite, donc le dernier week-end. En fait, Italie, ils ont quand même continué avec une belle score contre Pays de Galles. Ils ont gagné 44-12. Écosse a gagné contre Irlande, un peu de surprise quand même pour l'Écosse. Et voilà, on avait notre match à nous, l'Angleterre contre la France, tous les deux, avec une opportunité de faire un grand chelem. L'équipe de l'Angleterre, ils ont pris que 29 points en 4 matchs, un petit moyenne de 1 seul essai par match environ, et ils ont quand même marqué 53 points en moyenne. Donc du lourd devant pour nos Bleus. Quand on parle de lourd, en fait, on peut parler des 17 des kilos de plus aussi pour le pack anglaise. Ça sent sur le premier mêlée, et en moins de 2 minutes, Abby Dow va montrer pourquoi on parle d'elle. Elle est comme un avion à chasse sur un passe au pied, petit refus sur Morgan Bourgeois et 5-0 pour l'Angleterre. La France répond directement, et le 10 Carla Abez qui va marquer après une belle action générale. Par contre, gros plaquage haut contre Vernier qui n'était pas sifflé, je trouve.
Et essai direct suite à un coup de pied raté de Harbez. Emma Singh, la grande 15 de l'Angleterre, qui va la marquer 12-7 pour l'Angleterre. Et puis, les avants anglaises vont faire le truc super anglais, là. Benatouche, Moll, essai, 17-7 à 12 minutes. Il faut en repense et la repense française arrive, sauf qu'il y a une très grande, elle est costaud quand même, Butterman, l'anglaise, qui a gratté le ballon sur leurs 5 mètres. La cote, elle est vraiment impressionnante des anglaises, ça inspire tout le monde, toute notre défense. Melanie Singh va marquer son doublé avec aisance, 24-7, avec que à 18 minutes, ça va faire mal ce match. Et en plus, on prend un carton jaune pour un plaquage haut, 31-7. Un peu de fierté démontrée par les filles, mais ça se retrouve bloqué sur les 5 mètres des Anglais encore. Ça nous remotive un tout petit peu vers la fin de ce mi-temps, mais ça finit 31-21. C'est pas qu'on est mauvais, mais que les Anglais sont très très bons. Sur ce match, on a été clairement pris à froid hein, dès le début du jeu et on a senti hein, toute cette pression que représentait ce match pour les Françaises. J'ai été vraiment désagréablement surprise par notre faiblesse sur nos ailes. Hein. Le coup de pied derrière la défense sur le premier essai, qui est nos ailières et deuxième centre montent beaucoup trop en pointe. On a été vraiment pris de court et puis on a cette espèce de passage à vide où on prend 3 essais là en quoi 5 minutes avec ce pack anglais qui est clairement la spécialité des Anglaises, hein, qui nous enfonce, mais qui a aussi vraiment joué l'alternance à ouvrir au bon moment sur les 3 quarts, et avec toujours cette faiblesse sur nos ailes qu'elles ont clairement su concrétiser. Alors les Françaises n'ont rien lâché, hein, on a réussi à scorer petit à petit, mais elles nous tiennent devant à la mi-temps. Ce qui est bien dans cette première mi-temps, parce qu'il faut bien retenir quelque chose, c'est qu'elles aient pas lâché. Parce que moi, quand on a été mené 31-7 ou quelque chose comme Oui, ça, c'est ça, 31-7. je me suis dit, ça va être le cauchemar, elles vont en prendre 60. Ça partait pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, là, elles sont à côté. Comme tu dis, cueillies à froid, ce qui est quand même pas acceptable quand on est au très haut niveau sur un match dans cette importance. On peut pas être cueilli à froid comme ça. Se prendre effectivement 3 essais en 8 minutes, après en avoir pris un dès la 4e et tout. C'est cauchemardesque. Et elles ont le mérite, je trouve, de s'être dit, non, 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 on va pas en prendre 60 à Twickenham. Et le fait d'être revenu à -10 à la mi-temps, moi, c'est quelque chose qui m'a donné un petit peu envie d'y croire. Voilà. Après, je redirai mon avis sur le match global. Mais quelque part, je trouve que ça sauve un peu ce qu'aurait pu être ce naufrage absolu qui se transforme en presque victoire ou en presque défaite, je ne sais pas comment on dit, frustration ultime à la fin de venir perdre d'un point. Mais là, je te laisse raconter la suite, Thierry. Deuxième mi-temps, ça commence par une petite erreur française, penalty molle pour les Anglaises, mais pas d'essai pour les Red Roses. L'attaque des Bleus déroule, Grisé galope, Bourdon Sensus est partout, mais ça ne paye pas pour l'instant. Ambi Dao El Cabal aussi, et la grande 6 Laura Croft, pardon, c'est Zoé Alcroft, elle va marquer, elle était quand même joueuse de l'année en 2021. La réponse des Françaises est immédiate. Le 11 bleu Kelly Arbey va déposer 2 adversaires et marquer son essai bien sympa quand même. 19 ans la jeune. Mais Abida a encore la réponse anglaise avec son doublé dans le coin, 43-28. Les Anglaises ont marqué beaucoup de points, mais notre défense n'est pas vraiment mauvaise, je trouve, à mes yeux. Beaucoup de plaquages par Vernier en particulier. Cette défense nous donne l'opportunité, en 67 minutes, essai de Bourgeois, mais bel travail par toute l'équipe. 43-35, 8 points d'écart avec 9 minutes à jouer. Le 9 remplaçant Chambon joue vite et bien. Allez les Bleus à Twickenham et le 14 Grisé comme une flèche, 50 mètres pour cet essai. Et Bourgeois passe le coup de pied. On perd pas un petit point, on est dans les arrêts de jeu, mais en avant pour finir le match. On se sent pas si mal quand même. On a passé d'un petit point pour faire notre Grand Slam à nous quand même. Oui, on peut nourrir beaucoup de regrets parce qu'on a continué à coller au score avec un magnifique essai de Kelly Arbey hein, qui fait échouer 3 défenseuses anglaises. Moi, cet essai m'a beaucoup fait penser à celui de Dupont sur l'année dernière contre les Anglais, justement, hein, où il te rafute l'Anglais qui tombe au sol. Alors, si l'Anglaise n'est pas tombée, en tout cas, il y a laissé son ego aussi. Hein. Donc, c'est dommage que Arbey n'ait pas mis toute cette puissance qu'elle a mis en attaque, en défense. C'est là où vraiment j'ai trouvé qu'elle avait pêché. Et cet essai de Grisez, ça, c'était clairement Seven. Elle t'a fait une course de 50 mètres incroyable.
incroyable. Elle était mais toute seule à Twickenham, c'était magnifique à regarder. Ouais, tu dis on a collé au score. La vérité, quand même, Amélie, faut être, c'est cruel, mais c'est vrai. On a couru après le score parce que c'est un match dans lequel on n'a jamais mené. Effectivement, on revient à un point, mais dans les arrêts de jeu, à la 79e, et là, on peut pas dire que c'est à cause de ce temps d'avant qu'elles ont perdu le match. C'est pas vrai. Tout le monde peut faire un en avant sur un renvoi. Je suis bien placé pour le savoir. J'en ai fait quelques-uns, mais franchement. C'est un peu en trompe-l'œil, venir mourir à un point, oui, mais c'est un peu si loin, si proche quand même. Parce que, en réalité, les Anglaises n'ont jamais été complètement inquiétées. On n'a jamais été en passe de leur passer devant très nettement. Et on a eu des trous d'air défensifs inacceptables en première mi-temps. Elles nous ont bien rendu la pièce. Ce qui veut dire aussi que pour moi, et c'est peut-être que tu vas pas aimer ce que je vais dire, mais pour moi, le rugby féminin de très haut niveau a encore des caps à passer, parce que le dernier essai, il est magnifique, je suis complètement d'accord, mais les défenseuses anglaises, c'est pas possible de défendre aussi mal à très haut niveau. Ça n'est pas acceptable. Sur cette action défense, t'as l'impression que c'est des U14 ou des U12, quoi. Non, mais vraiment. Je trouve qu'il faut quand même pas déconner. Donc moi, j'étais un peu fâché contre tout ce petit monde-là, qui alterne l'excellent et le magnifique, et qui alterne aussi le très mauvais. Et c'est un match à 85 points qui parle quand même un petit peu de la qualité défensive. Alors, dans les petits périmètres, la qualité défensive, elle est là. Dès qu'il y a un peu de champ et qu'il y a une fille qui prend de la vitesse, ça marche mal. Mais ça marche mal. Et ça, je trouve que c'est encore une faiblesse. Attends, Théo, tu te souviens de Van der Mel qui a mis un essai de 80 mètres, il a marché sur tout le monde. Bah, ça arrive, un bel exploit, des essais de 50 mètres, ça arrive. Je comprends, mais bon, je pense que ça. Non, a parce la chance que d'avoir, là où c'est pas comparable. Pono et tout ça, mais ça. Non, mais là où c'est pas comparable, Thierry, c'est que là, tu as vraiment l'impression, notamment, et c'est contre les Anglaises que je suis fâché, donc je le dis, c'est vraiment pour le rugby, c'est pas pour le bêtement cocardier. Elles ont cette joueuse qui leur passe à 3 cm et elles prennent des photos où elles lui foutent des caresses. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'être sur un entraînement du mercredi soir où tu dis, oh, vous êtes pas réveillé ou quoi? Donc ça m'a vraiment déçu et un petit peu gonflé. Maintenant, ça révèle simplement qu'on est quand même si on a failli les accrocher et à un point, etc., on n'a que failli. On a été derrière tout le temps. Et ce qui est très cruel, c'est quand tu regardes les 10 derniers tournois, 8 victoires anglaises et les deux victoires françaises dans ces tournois, 2016-2018. Donc, on est encore un vrai cran en dessous. Maintenant, il ne faut pas enlever de ce match qu'elles ont vraiment montré des qualités morales extraordinaires pour sortir de ce 31-7 qui appelait la route bicyclette totale et la valise totale. Ça n'a pas été le cas. Et pour ça, elles peuvent construire sur les valeurs morales qu'a cette équipe. Elles sont réelles. Et ce qu'elles ont fait, de ce point de vue-là, est très chouette. Mais pour moi, il y a des caps techniques à passer encore. Et je suis désolé, il y a plusieurs fois dans le match où on n'a pas l'impression d'être face à du très haut niveau. Ça me désole et ça m'énerve. Sur tes réactions sur les Anglaises qui ont l'impression qu'elles font un peu du touche-touche avec les Françaises, en même temps, je pense que quand tu es à quelques minutes de la fin du match, que tu as 8 points d'avance, que tu sais que même si tu te prends un essai transformé, ben, tu as encore cette marge de manœuvre, je pense qu'effectivement, elles se la jouent peut-être un peu plus tranquille en se disant, quoi qu'il arrive, il faudrait encore que les Françaises rescorent derrière et peut-être qu'elles sont un peu plus sereines. Ouais, peut-être. Mais quand tu as une équipe qui défend comme ça, tu peux rescorer, hein, parce que si elle ne fait pas le petit en avant, si elle défend pareil, tu refiles le ballon à Bourgeois ou à Grisé, ça peut faire 16-60 mètres plus loin, à ce rythme-là. Tout à fait. Et après, voilà, bel esprit de la France qui lâche rien et qui, effectivement, au 31-7, a encore cette envie de revenir. Mais si on regarde par le passé, on fait une espèce de bis repetita d'il y a 2 ans où on s'était pris une trentaine de points en une mi-temps et qu'on était revenu coller à quoi? À 2 points à la fin du match. Finalement, on a fait un remake de ce qu'on a fait il y a 2 ans. Bah, là, il faut grandir, parce que si on est capable de les bousculer comme ça veut dire qu'on doit pouvoir les battre. Et pour les battre, il ne faut pas avoir 21 points de retard à un moment, ou 24. C'est pas possible. Mais une chose, c'est sûr, c'est la seule fois depuis... je regarde un peu nos derniers matchs contre eux, on n'a jamais mis 42 points aussi. Donc ça, c'est un bon petit point pour nous. Et elles n'ont jamais pris 42 points depuis des années face à qui que ce soit. Oui, donc c'est vrai. Ça, c'est remarquable aussi. C'est vrai, offensivement, il n'y a rien à dire. On sait faire des choses magnifiques. Et c'est ce qui donne de l'espoir. Bah écoute, moi je propose qu'on boucle un petit peu ce match-là. On va parler de notre équipe de France par la suite, mais qu'est-ce qu'on va vivre avec eux, parce que bientôt c'est la Coupe du Monde. Je voulais
juste dire un petit coucou. C'était le dernier match annoncé pour Jean Abelou, en fait. Et je trouvais ça super chouette. Je suis pas sûr si vous avez vu au début de match, il y avait un petit moment pour lui. Il avait les larmes aux yeux. Franchement, c'est trop mignon, en fait, ce genre de truc. Quand tu le vois, mais bon, grand merci à lui parce que je trouve qu'un bon gars, moi qui fait son job super bien, j'adore écouter et c'était un moment sympa. La veille, il y avait un moment où il était pendant la semaine avec elle, où elles l'ont entouré, où il est venu leur parler, leur dire combien il avait aimé de grandir avec le rugby féminin, etc. C'était formidable. Je suis tout à fait d'accord. C'était des très très beaux moments et on sent qu'il y avait énormément d'émotions. Parce que Jean Abeyou, c'est vraiment le mec qui s'est intéressé au rugby féminin avant tous les autres mecs. Et franchement, chapeau à lui, parce qu'il a été un précurseur là-dedans. Si elles en sont là aujourd'hui, c'est aussi parce que les médias commencent à les suivre. C'est aussi pour ça qu'on a envie d'être exigeant, que parfois on est dur et qu'on n'a pas envie de voir des trucs qui nous semblent pas dignes du très haut niveau et pas dignes de ce qu'elles sont par ailleurs. Donc, pour moi, c'est tout un package. Si elles veulent continuer de nous faire vibrer, moi, je l'ai vu samedi. Mon fils était dans la pièce d'à côté. Il a 17 ans. Le rugby féminin, c'est pas son truc, hein. Il aime le rugby avec les mecs. Bah, il était debout sur le canapé en train de crier. Donc, chapeau, elles ont gagné ça. Et c'est aussi grâce à des gens comme Jean Abeyou. Oui, c'est une belle reconnaissance, hein. Les joueuses lui ont offert un maillot avec son nom floqué au dos. Et Gaël Mignot a tout à fait reconnu que c'est grâce à ce journaliste qu'on a eu une visibilité du rugby féminin, un des premiers à s'y être intéressé, un des premiers à l'avoir commenté, à toujours avoir suivi cette équipe de France et avoir permis justement qu'on puisse passer des chaînes secondaires comme France 4 à France 2. Et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu la norme pour le rugby féminin d'être diffusé sur France 2 et non pas sur d'autres chaînes. Avant d'avoir été diffusé sur rien du tout aussi, hein, je te rappelle. Aussi, c'est vrai, pendant très longtemps. Et en fait, comme tu dis, en fait, Théo, par rapport à ton fiston, je vois que je suis allé au gym dimanche, tu vois, il y avait des mecs qui m'approchaient pour parler du match, tu vois, et c'est assez chouette que c'est la première année, ça m'arrive, ou dans des jours après match, où en fait, oui, j'ai reçu des textes des copains pendant le match, mais punaise, est-ce qu'ils vont gagner quand même des Françaises et tout, tu vois, ça voit que ça avance, ça avance. Tiens, j'aimerais bien boucler un peu par rapport à cette équipe de France, parce que quelque part, je sais pas pour toi, Théo, mais j'avais l'impression de bien connaître cette équipe. Et après, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais je suis un peu éloigné de cette équipe quelque part. Je connaissais tout le monde avant, et maintenant, il y a beaucoup plus de noms que je connais pas. Et je trouve que bon, il y a pas mal de visages qui ont changé. Le nouveau capitaine, par exemple, et sa sœur et tout, qui arrivent, qui sont juste formidables, absolument. Mais j'adore la capitaine. Elle me fait beaucoup penser à Thierry Dusetoir, en fait. Donc sa grandeur, sa silence, en fait, aussi, elle est... Oui, et puis ce côté un petit peu déterminé sans être flamboyant, Ouais, mais le côté rock un peu, quoi. ouais, C'est jamais déçu, toujours au rendez-vous, etc. Je ouais. suis d'accord. Donc je voulais juste avoir pour vous, qui sont des personnes qui ont un peu vous marqué ou vous touché pendant ce Six Nations-là? Morgane Bourgeois, hein, qui finit la meilleure réalisatrice du tournoi et qui d'ailleurs a été annoncée aujourd'hui dans le 15 type avec les sœurs Féléou. Et on sent aussi, j'ai toujours une grande admiration pour Laure Bourdon, pardon, pour Pauline Bourdon-Sansus. Là, l'essai de filou qu'elle nous fait, l'opportunisme, la visibilité du jeu et sur cet essai qu'elle met dans sur l'en avant de l'anglaise dans son en-but. Voilà, Morgane Bourgeois a pris des points dans cette équipe de France et au sens propre comme au sens figuré avec son titre de meilleure réalisatrice. Moi, je suis un grand fan des sœurs Féléou, effectivement, et je pense que Manaë Féléou est une digne successeuse de sa fille Ndiaye, qui était vraiment la joueuse qui m'a fait aimer le rugby féminin. C'est pas seulement parce que c'est une deuxième ligne, mais c'est vraiment une fille qui m'a fait découvrir en fait que ce sport pouvait être extraordinaire pour les filles aussi. Avant, c'est vrai que je connaissais pas trop, j'étais pas dedans. J'ai beaucoup aimé sur ce tournoi Manon Bigot, qui pour moi c'est vraiment haussé là un niveau de jeu, et j'ai l'impression que c'est quand même un vrai leader dans cette équipe. Donc je pense qu'il faut toujours un grand talonneur dans une grande équipe de rugby, c'est déterminant, et il me semble que là ils ont trouvé la bonne. Et enfin, j'ai beaucoup aimé moi le tournoi de Carla Arbez quand même, qui s'est imposé progressivement et qui, à mon avis, peut être la titulaire de la Coupe du Monde.
Ouais, Manon Bigot, on en avait parlé la dernière fois, doyenne, 34 ans, doyenne surprise de cette équipe de France, je vous l'avais dit, qui a repris le rugby il y a seulement 1 an et demi et qui a qui a trouvé une place dans cette équipe de France et qui profite, entre guillemets, de la blessure et de l'opération de Agathe Socha pour avoir marqué les esprits, oui. Je voulais mettre un petit mot sur les joueuses de 7 aussi qui ont marqué cette équipe. Il y a Johanna Grisey, par exemple, qu'on a bien vu dans ce match et celle d'avant aussi en Italie, parce qu'elle a marqué des sacrés essais et très, très, très vite. Donc, en fait, elle est de Colombes, où moi j'ai passé certaines années, et toi aussi, mon cher Théo. Ouais, donc je trouvais ça assez marrant. Elle vient de AC Bobigny, mais en fait, elle est pas tout jeune non plus, je pense 28 ans sur l'équipe de France, mais pas depuis peu, on va dire. Elle a commencé, c'est ça Théo, tu vas bien aimer, elle a commencé pendant ses études. Elle a joué sur l'équipe de France universitaire, parce que toi aussi, tu es jeune universitaire, pour le rugby à 7, et finalement, elle a été champion de monde. C'est assez incroyable, quoi, tu vois, elle découvre un sport, mais tard, hyper tard. Pour être finalement sur l'équipe de France. Et je trouve ça quand même assez magnifique. On parlait de Seraphine Okemba aussi, qu'elle avait commencé. Elle aussi, moi j'ai lu 16 ans à Dreux, qui était pas loin de chez toi, mon cher Théo. Mais 16 ans, c'est pas jeune aussi pour commencer un sport. Je trouve ça assez marrant. Non, mais c'est aussi, je pense, la particularité de ce sport du rugby féminin qui reste un sport naissant. Donc, ça veut dire que tu as malgré tout un réservoir de joueuses qui est relativement faible par rapport à toutes les filles qui jouent peut-être au foot en France ou tous les mecs qui jouent au basket, etc. Tu as des réservoirs de centaines de milliers de gamins. Là, c'est quand même assez anecdotique. Les filles qui jouent en compétition et qui ont les qualités athlétiques de très haut niveau qui permettent d'être un sportif international, c'est quand même pas donné à tout le monde. Finalement, c'est une assez petite communauté. Et donc, on peut, je pense, commencer tard et tirer son épingle du jeu de manière assez extraordinaire encore dans ce sport. Donc, les filles, si vous nous écoutez, que vous avez un petit doute et que vous avez des belles qualités, vous pouvez encore y aller. Il y a peut-être une place à prendre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, oui, tout à fait. On a des joueuses qui ont un profil athlétique très intéressant, qui ont pu pratiquer d'autres sports, du hand, C'est du ça? Ouais. basket, du judo. Donc, elles ont acquis des compétences qui vont clairement leur servir au rugby. Et on a effectivement des joueuses qui découvrent le rugby à l'université. Moi, pareil, je joue avec des filles qui jouent au rugby depuis 2 ans et qui sont incroyables sur le terrain et qui ont commencé à la fac. Donc ça, c'est toute la beauté du rugby féminin. Et clairement, avant qu'on ait sur un 23 de départ, les 23 qui jouent depuis 20-25 ans au rugby, comme ça peut être le cas chez les garçons parce qu'ils ont démarré chez les baby rugby ou à max 5 ans, va peut-être falloir attendre encore une petite dizaine d'années, quoi. Ouais. C'est ça. Peut-être qu'elle est RB parce qu'elle a que 19 ans, tu vois, elle est déjà sur l'équipe de France. Donc peut-être, je sais pas quand elle a commencé, mais bon, elle va. Alors moi, j'ai joué contre elle l'année dernière. Je l'ai en réserve avec Blagnac. Je l'avais sur notre premier match. Elle était titulaire à l'aile. Et tu fais tout pour l'éviter parce qu'elle est Elle était immense. au-dessus du lot. Ouais. Ah ouais, tu vois qu'elle sur le terrain, de par sa carrure, de par sa taille, puis elle est puissante. On l'a vu sur l'essai qu'elle met sur les Anglaises. Elle arrive vers toi, moi aussi, je vais jouer à touche-touche avec elle. Vas-y, je te laisse passer. Oui, mais toi, tu n'es pas en équipe nationale d'Angleterre. Oui, mais toi, j'ai quand même eu la chance de me dire que j'ai joué contre Kelly Arbey il y a 1 an et demi, tu vois. Ouais. Génial. C'est marrant parce que en fait, j'avais vu que Séraphine Okemba, en fait, elle avait fait un album. Et donc, pour préparer pour nous, chers écouteurs, en fait, je fais toute une préparation pour chaque épisode. Donc, j'ai écouté son album. Ça s'appelle La Saison. Si vous aimez un peu de R&B avec un peu d'Afrobeat derrière, vous pouvez chercher La Saison c'est de l'album de Séraphine Okemba. Donc voilà. Bon, pour boucler, on a une belle équipe, assez jeune, en fait. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y avait beaucoup de changements. On adore les histoires de sœurs, et ça, c'est génial, parce qu'on a deux paquets de sœurs sur cette équipe. Ça nous fait rêver, n'est-ce pas, Théo? Donc, je ne sais pas comment ça va être pour le Coupe du Monde, s'ils ont quelques matchs de préparation ou pas. Donc, peut-être c'est la dernière fois qu'on les voit tous ensemble. Mais peut-être tu peux nous parler, en fait, de cette Elite 1, parce que la saison de Elite 1 n'est pas encore finie.
Oui, tout à fait. Il reste encore 2 matchs. Alors, les clubs ont joué sans leurs internationales. On a des clubs qui ont laissé pas mal de joueuses hein, sur cette édition, hein. Grenoble, Bordeaux aussi, hein, qui d'ailleurs a payé d'une défaite au dernier match. Et donc, l'Élite 1 va reprendre très rapidement. Donc, le quatuor est déjà dessiné, hein. Il n'y aura pas de surprise. On aura les mêmes 4 demi-finalistes. La seule question se pose, c'est de savoir qui va terminer premier, certainement Bordeaux, mais en tout cas, la place de deuxième est encore à jouer, puisque premier et deuxième recevront les demi à domicile, et ça, on sait que ça joue énormément sur une victoire. Et donc les top 4 alors? Bordeaux, Blagnac pour l'instant second, Romagna et Stade Toulousain qui clôture la dernière match. Avec Kelly Arbé, le Stade Toulousain, bien sûr. Exactement. Ouais. Donc je vois, parce que ça m'a intéressé de regarder sa taille, elle mesure 1m75, effectivement. Et pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, enfin en écho à ce qu'on disait tout à l'heure, en parallèle, elle pratique également le football, l'escalade, le judo, le tennis. Donc je pense qu'effectivement, c'est La une fille qui a polyvalence quelques sportive. qualités et quelques qualités de coordination, parce que c'est des sports qui en demandent. Exactement. Moi, j'ai fait de la pétanque. C'est le seul sport français sur lequel tu t'es bien acclimaté. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu ne pouvais pas faire plus français. Allez, on passe rapidement aux Sevens. Je voulais juste dire que ce week-end, il y a the LA Sevens. En fait, si vous vous souvenez, la France, on a gagné tout l'année dernière parce qu'en fait, c'est assez bizarre. Ils font toute la saison de Sevens et finalement, il y a un dernier jour, c'est winner takes all, comme on dit en anglais. C'est le gagnant qui prend tout. Je sais pas si on dit comme ça en français, mais bon. C'est une sorte de walk on day. Non, mais c'est en fait, t'es là et en fait, on s'en fout de ce que tu as fait. C'est la dernière match en fait, le dernier week-end et celle qui gagne, il gagne tout et c'est assez incroyable. Et la France a gagné et si vous vous souvenez, Dupont était là. Et ça semble super loin maintenant. C'était que l'année dernière, mais là, donc ça va être ce week-end. Donc peut-être en fait, même si en fait, la France, les femmes ils sont 3e et les mecs ils sont 5e, mais en fait, on s'en fout. On jette tout ça par la fenêtre et il peut gagner ce week-end. C'est assez incroyable quand même. Eh ben moi, quand je m'entraînais il y a longtemps, quand on jouait à toucher parfois avant de rentrer la dernière demi-heure pour bien cavaler, bien monter faire monter le palpitant, on marquait des essais aller-retour, puis t'as le dernier qui marque à gagner. Même si tu es mené 7-1, si tu marques à gagner. Ben Voilà, c'est à c'est peu le près même pareil. principe, C'est très voilà. rugby comme repère. Je me demande s'ils ont un méga bonus. Tu vois, il y a toujours un méga bonus quelque part. Ouais, ça va être top, ça va être le dernier de la saison. On espère que la France va briller, hein. Tout est possible, donc pourquoi pas, hein. Personne ne nous attendait l'année dernière. Les garçons sont champions du monde. Les filles ont fait une saison très cohérente. Ce serait dommage qu'elles ne reviennent pas avec une médaille. Donc on va regarder ça de près, ouais. Je rappelle qu'il y a quand même un petit truc qui manque chez les garçons. Un Dupont? Oui, c'est ça, un petit truc qui s'appelle Antoine Dupont. C'est ça. Bon, au cas où, si vous êtes tenté, vous pouvez aller voter pour le meilleur essai. En fait, il y a des awards par World Rugby qui vont sortir pour le Sevens. Et apparemment, il y a Enameo Arto qui est nommé pour un des awards, révélation masculine. Et l'autre, Simon Dessert, qui est pour la France, qui est peut-être nommé pour meilleur essai masculin. Donc, vous pouvez aller sur World Rugby Awards et voter pour cet essai par lui. Et je savais même pas, mais une espèce de Challenge Cup aussi dans le Sevens. Et c'est des femmes de Kenya, pardon, qui ont gagné. Et devine qui, mon cher Théo, qui a gagné pour les hommes, qui va monter dans les Sevens maintenant? Les États-Unis, Thierry. Non, ils sont déjà là. Ah merde. C'est Portugal. Ah, le Portugal, notre équipe préférée. Voilà. Les Lobos. Ça, il faut que nos chers auditeurs lisboètes nous fassent un petit compte-rendu de cette qualification. Voilà, très bien. Parce que Amélie, on a des auditeurs au Portugal, s'il te plaît. D'accord, trop stylé. Trop stylé. Allez, on passe à EPCR parce que ce week-end, c'est Bordeaux contre Toulouse sur un côté et l'autre côté, c'est Northampton Saints contre Leinster. Il me semble que Amélie t'avait dit Toulouse et Leinster et Théo t'a dit l'opposé, si je me souviens bien. Donc voilà, Exactement. on va voir si vous êtes super Juste bon. pour m'embêter. Donc, en fait, il y a des nominés pour le joueur de l'année de Champions Cup. Je vais les lire pour toi, mon cher Théo, et tu peux me dire qui va gagner à ton avis. On a Jordy Barrett, Callan Doris, Jamison Gibson Park, Maxime Lecoux, Damien Penaud, Henry Pollock,
Thomas Ramos et Jack Willis. À ton avis, qui va gagner ce petit award? Déjà, j'adore que tu dises tous les noms français avec l'accent américain. Damien C'est Penner. absolument mythique. C'est l'esprit Est-ce de que ce Théo peut faire la même podcast. chose avec Damien les noms Penner. anglophones qu'on se marre également? Ah bah, Henri Poloc. Oui, Jordi Barrett, Kaelan Dory, Jamison, Gibson Park. Jamison. Enfin, voilà, c'est parfait. Ça, c'est absolument parfait. Non, alors, je peux pas répondre à ta question parce que pour moi, donner le titre du meilleur joueur avant les demi-finales et la finale, c'est une énorme connerie. On est d'accord. Donc, pour moi, c'est tous des mecs qui ont fait une super saison. Et sincèrement, le mec qui m'énerve le plus et qui va m'énerver pendant 10 ans, je vous l'ai déjà dit, c'est Henry Pollock. Donc, si c'est lui, ça m'énervera encore plus. Et ce que j'espère, c'est que ce sera Damien Penaud parce qu'il va en planter 2 en demi-finale, 2 en finale et ce sera réglé. Voilà. Maintenant, je te laisse, Amélie, tu dis ce que tu veux. Moi, tant que c'est un Français, ça me va. Très bien. Chauvine jusqu'au bout. C'est la bonne réponse. Sinon, n'oubliez pas aussi Edinburgh contre Bath et Lyon contre Racing pour le Challenge Cup. Racing, quand même, mon cher Théo, si je ne me trompe pas, il me semble qu'ils vont un peu mieux. Ah bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils vont mieux parce qu'après leur victoire d'hier soir contre le Stade Français, qui lui est malheureusement, parce que bien qu'ancien joueur du Racing, j'ai toujours bien aimé le Stade Français, je suis éberlué de voir que le Racing se retrouve à 3 points de la place de qualification, c'est-à-dire la 6e, et qu'il leur reste 4 matchs. Donc en fait, ils peuvent, sur un malentendu, se retrouver qualifiés. C'est pas fait parce qu'il y a une grosse guerre pour y aller et qu'il y a quand même des équipes qui ont de l'avance, mais c'est hallucinant. Ils ont enchaîné une sacrée série de succès après avoir fait un début de saison quand même assez calamiteux, en allant gagner à La Rochelle, en allant gagner à Clermont, en gagnant contre Bordeaux-Bègles. Ils ont perdu à Perpignan dans l'intervalle, mais ils ont été gagnés au Connacht, et maintenant, ils ont gagné au Stade Français, ils ont gagné à la maison contre le Stade, après avoir été menés. Et je dois dire qu'ils ont fait une deuxième mi-temps où ils ont marché sur l'eau, ils ont surtout marché sur les Parisiens qui, eux, se sont liquéfiés après la mi-temps. Et je n'ai pas compris, parce qu'ils avaient fait une super première mi-temps, le Stade Français, avec notamment un Zach Henry qui régnait sur l'attaque, qui envoyait du jeu comme un malade. Par contre, quand ils ont commencé à subir, Zach Henry n'a pas plaqué un mec de la deuxième mi-temps, et là, ils se sont pris une avoinée. Donc, ravi pour le Racing, qui, va sauver sa saison top 14, sur un miracle, peut même se qualifier. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus tellement ça l'enjeu. L'enjeu, ce serait d'aller gagner le titre européen. Ça, ce serait fantastique. Pour ça, il faut battre le Loup à une drôle d'heure, 13h30. Ça fait un peu match de seconde zone, le 4 mai. Et par contre, je suis très inquiet pour le Stade Français. Mais on va y revenir après sur le top 14, puisque ça sent la Pro D2 d'une manière quand même assez soutenue, là. On a beau aérer la pièce, on a du mal à faire partir l'odeur. Alors, moi, en tant qu'ancienne joueuse du Stade Français, j'ai toujours détesté le Racing. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tu as le droit. C'est ton droit le plus strict. Moi, je suis au fond du seau. Le seul truc qui m'enchante, c'est de me dire que l'année prochaine, en tant que Toulousaine, je vais aller les voir jouer à Montauban, à Agen, à Colomiers. Et voilà. Ils n'ont pas encore perdu. Ils ne sont pas encore en Pro D2. Mais c'est vrai que le calendrier n'est pas en leur faveur. Ils ont un calendrier plutôt défavorable. Dans 15 jours, ils vont à Perpignan, qui va être le mort entre les dents. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils aillent gagner à Aimé Giral. S'ils le font, à mon avis, ils se sauveront. S'ils perdent, c'est gros temps. Ils ont dit, on a 4 finales à jouer. C'est pas compliqué. Donc, c'est une bonne manière de se rebeller. Mais je les trouve un peu à court de solutions. Parce que ça fait quelques semaines et quelques mois qu'ils font des deuxièmes mi-temps fantomatiques. Et ils n'arrivent pas à régler ce problème. À la Bretonne que je suis, on vient à rêver que Vannes sauve sa place à la place de Paris, quoi. Alors Vannes a fait un match d'anthologie contre Toulon, et contrairement là au Stade Français, Vannes, c'est une équipe qui a des convictions. Avec ce troisième ligne néo-zélandais que je connaissais pas, Edwards, que j'ai vu un peu cette saison, il fait un match contre Toulon, mais absolument monstrueux et phénoménal. Donc là, c'est vrai que Vannes mériterait, au vu de sa saison, de la ténacité des matchs qu'ils ont fait, de ce qu'ils envoient, du nombre de matchs qu'ils ont perdu, de très peu de points. Je trouve qu'aujourd'hui, sportivement, Perpignan, Stade Français, Vannes, on a tendance à se dire ce serait mérité que Vannes ne soit même pas barragiste, quoi. Et même, mais en plus un meilleur calendrier que Paris pour le coup. Ah bah ils ont un très meilleur calendrier. Ils finiront par Bordeaux, certes, mais on a quelques matchs d'opposition beaucoup plus favorables. Oui. Et ils sont revenus à 1 point, donc c'est-à-dire à rien.
Ouais, il faut dire que Vannes, ils ont dans les deux prochains matchs, c'est La Rochelle et après Bayonne. Bayonne, un peu surpris, je trouve, ils sont quatrième. Il y a toujours Bayonne et Castres, tu vois, c'est des équipes pour moi qui sont pas forcément sur mon radar, tu vois, mais ils sont là quand même quatrième. Mais Théo, est-ce que tu peux nous parler en fait, donc là, on a Toulouse, on a Bordeaux, 1, 2, Toulon, 3, Bayonne, Cast, 4-5. Et après, il y a beaucoup d'équipes entre 48 et 44 points. Est-ce que tu peux nous Ah parler de ça, bah, Théo? c'est un truc de fou, parce qu'en fait, effectivement, entre la sixième place, Clermont, 48 points, et la 11e Pau, 44, avec 4 matchs à venir, honnêtement, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il sera sixième. Je pense que les 5 premiers, c'est à peu près fait, parce qu'effectivement, Castres est à plus 5 encore par rapport à Clermont. Mais Clermont, La Rochelle, Lyon, Montpellier, Racing, Pau, c'est un mini-championnat pour aller chercher une place. Et c'est une place qui va valoir très cher et ça va nous donner des matchs absolument géniaux. C'est-à-dire que cette formule de top 14 avec des équipes de très haut niveau, bon, cette année, le Stade français passe à côté, mais franchement, on a des matchs extraordinaires très souvent dans la saison et il y a une dramatique de bout en bout pour les places qualificatives. Ensuite, on enchaîne sur les phases finales et la guerre en dessous pour ne pas descendre avec aussi des matchs de bon niveau qui est dingue. Donc franchement, moi je suis fan de ce championnat qui n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il nous fait passer trop de temps devant la télé quand on a Canal, quoi. Il faut faire un peu de jardinage et laver la voiture, en fait. C'est ça. Non, c'est les Américains, ça. Nous, on lave pas les bagnoles. Ah oui, c'est On vrai. s'en Ça, fout je sais. complètement. Ouais, c'est incroyable. Non, non. C'est nous, c'est les trucs à faire samedi, dimanche, tu sors. Surtout le dimanche, tu sors, tu vas laver ta bagnole, tu tchatches avec des gens, salut, que tu vas bien. Nous, on a le PMU pour aller rencontrer des gens. C'est ça. Nous, c'est plutôt au PMU qu'on rencontre les gens. Ou à la pétanque, Thierry. Ah, Mais voilà. t'as commencé. Ouais, tu sais, j'ai commencé. Allez, c'est tout pour le top 14, mais quand même, on va finir avec un petit coup de gueule, mais cette fois-ci, c'est pas de Théo. On donne le droit à notre guest star, c'est Amélie qui a le petit coup de gueule. Vas-y. Alors, les garçons, comme je vous avais expliqué, au rugby féminin, toutes les finales seniors et moins de 18 à 15 se jouent le même jour. Une journée de rugby extraordinaire où toutes les divisions, donc c'est l'équivalent de 6 matchs, hein, qui se jouent la même journée. Avec évidemment, en match de clôture, l'Elite 1. Aujourd'hui, la Fédé nous annonce enfin le lieu où auront lieu ces fameux finales Fête 2, Fête 1, Élite 2, et puis les deux matchs des cadettes. Ce sera direction Auch le 31 mai. Et sur la fiche, pas d'Élite 1. Donc j'ai mené ma petite enquête et il s'avère que l'Élite 1 va jouer le même jour à Clermont-Ferrand pour jouer soit en baissée de rideau, soit en levée de rideau d'un match de top 14. Alors mon coup de gueule, la Fédé, quel est l'intérêt en fait de vouloir promouvoir le rugby féminin si vous nous privez de la meilleure affiche de la journée? Je rappelle aussi que ces équipes d'élite 1, elles sont à ce niveau-là parce qu'elles ont des équipes réserves. On a un championnat réserve parce qu'elles ont des équipes cadettes et que parfois, et je dirais même quasiment tous les ans, vous avez des clubs qui brillent au point de qualifier en finale plusieurs équipes. L'année dernière, Romagna a qualifié son équipe en élite 1 en finale, mais aussi son équipe réserve. L'équipe réserve est championne de France. Et on rappelle aussi que le Stade Toulousain a gagné à 3 reprises le championnat. Ils avaient fait le triplé cadette, espoir et élite 1. Et donc, ça veut dire que le 31 mai, les équipes réserves, les équipes cadettes, la fête 1, la fête 2, vont devoir être privées du match d'élite 1 parce qu'on va certes le diffuser sur Canal+, mais en l'associant à un match de mecs. On s'en fout du rugby masculin. Est-ce que vous pouvez nous laisser notre journée que du rugby féminin et de laisser l'équipe, l'élite 1 à l'honneur, qui vont elles-mêmes être privées potentiellement des copines, de celles qui jouent en réserve. Et donc, ouais, je suis dégoûtée et on est plusieurs à réagir sur les réseaux parce que ça sort de nulle part. Et là, la Fédé, je suis pas contente du tout. Alors, je comprends ton coup de gueule et je le trouve très sincère, on le sent. Et je pense que c'est un coup de gueule de quelqu'un de l'intérieur qui a envie de vivre sa journée à fond, avec tout, avec toutes les émotions et tous les niveaux de la pyramide et je dirais toutes les couches du gâteau. C'est exactement ça. Et en même temps, si je peux me permettre, je trouve aussi que donner un coup de projecteur au rugby féminin sur Canal au moment où il y a du top 14, des gens qui regardent sur des matchs à enjeu et de dire le rugby c'est aussi ça.
à plus de gens, et ce sont des gens qui seront dans toute la France et dans leur canapé, et c'est des gens qui vibrent rugby, etc., je pense que ça va aussi dans le sens de la promotion. Et que séparer le très haut niveau, comme le top 14 et l'élite 1, des niveaux les plus bas, c'est aussi, je dirais, le lot commun de tous les sports d'une certaine manière. Donc si le rugby féminin veut être un sport comme les autres, il faut aussi accepter ça. Alors, Mais par contre, je comprends ton coup de gueule. C'était annoncé qu'on avait quelques matchs diffusés cette année sur Canal+, toujours en association souvent avec les garçons, c'est-à-dire qu'ils ont profité des déplacements qui correspondaient avec des clubs masculins pour pouvoir diffuser les deux matchs en BC ou en levée de rideau. Donc, sans surprise, la finale est diffusée sur Canal+. Mais dans ces cas-là, mettez tous les matchs la même journée et vous installez vos petites caméras pour la soirée et vous diffusez le match d'élite 1. Obligatoirement, il faut que ce soit associé à un match de top 14, comme ça on ratabilise la journée. Mais je suis désolée, c'est cracher. Pourquoi changer le lieu? Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est cracher sur tous ces clubs qui font vivre l'élite, parce que c'est pas que l'élite en fait. Une équipe élite, pour qu'elle fonctionne, il faut un réservoir de filles qui passe par son équipe réserve, qui passe par ses équipes de cadettes, voire de minimettes. Et en fait, vous allez priver tout un club de pouvoir assister potentiellement à des finales. Alors, moi en plus, j'étais ravie. Hoche, c'est à côté, c'est à la maison. Nous, on est encore en lice. Je ne vous cache pas que le 31 mai, je préfère être sur le terrain à jouer ma finale plutôt qu'en dans les tribunes. Ça, on verra. Le chemin est encore long. Mais justement, en fait, on avait aussi ce plaisir-là en tant que joueuse de voir des joueuses qu'on adule de l'équipe de France, de les voir jouer en live. Et là, on nous en prive pour des raisons financières. On veut pas renvoyer des équipes de Canal à Auch. Et si Auch, c'était trop petit, il fallait pas choisir Auch. Il fallait nous laisser un grand stade. Vous aviez qu'à venir à Ernest Vallon ou nous laisser le stadium. On aurait été bien capable de le remplir toute une journée. Et non, à côté de ça, voilà, on va priver le rugby féminin, tous les amoureux du rugby féminin, on verra pas la finale. Peut-être que la solution, c'est de montrer tous les matchs de tous les niveaux, faire toute une journée, tu vois, ça peut être pas mal. Peut-être même si ça aurait été incroyable. Si c'est pas sur Canal+, ok, mais ça peut être intéressant. Donc, s'il y a un jeune entrepreneur qui croit dans la force et l'importance de sport féminin comme nous, parce que moi, je suis convaincu, aux États-Unis, ils savent que c'est la prochaine grande truc en sport, c'est le sport féminin, en fait. C'est tellement dommage, parce que c'est une journée qui est incroyable. Enfin, le premier match de la journée, il est à 10h30. C'est les petites de moins de 18 accession et après les moins de 18 élites. Les parents sont comme des dingues, mais c'est des quarts entiers de supporters qui viennent pour encourager les équipes et ça défile toute la journée comme ça jusqu'au soir. C'est sur une journée entière, on est sur plusieurs milliers de spectateurs qui vont venir et je trouve ça dommage en fait de pas clôturer en beauté avec l'élite 1. Redis-nous la date, s'il te plaît. C'est le 31 mai à Auch et l'élite 1 jouera le 31 mai à Clermont-Ferrand. Bon, nous, de toute façon, Amélie, qu'on soit clair, ce qu'on veut, c'est que tu sois en finale le 31 mai à Auch. Et si tu y es, avec Thierry, on vient. Très bien. Ce serait incroyable. Ça serait superbe. Et Thierry, on c'est fait clair. Un pack de potes directement là-bas. Tu vois, il faut nous trouver un sponsor, par contre. La maison est grande, les garçons. Voilà, c'est très bien. Qui vous attend. Écoute, c'était comme toujours un grand plaisir. Merci d'être là avec nous, Amélie. On fait un petit coucou à notre cher Charlie, qui n'est pas là avec nous, mais qui est là dans nos cœurs. Petit annonce, si je peux moi-même. Donc, je vais bientôt boucler ma saison sur mon autre podcast qui s'appelle Un peu plus léger. Je suis bientôt sur la fin de cette saison qui s'appelle l'année sobre, où je pense que vous savez, mais je bois pas d'alcool depuis des années maintenant, presque. Et voilà, donc je suis en train de boucler cette saison-là. Donc, que vous pouvez aller écouter. Il y a des choses intéressantes par là. Et en tous les cas, partagez cet épisode avec tous vos copains et vos copines. Et on se voit dans quelques semaines. Ça vous va, les gars? Ouais, très bien. Un gros bisou à Charlie que j'ai fait rêver hier en lui disant que j'avais été une pilière qui avait fait marquer son ailière sur un coup de pied par-dessus à la défense en diagonale. Et je lui avais dit que je le dirais ce soir. Eh ben, c'est magnifique. Et oui, et moi, je vous embrasse aussi, sans oublier notre Charlie, tous les potes du pack qui nous écoutent aux quatre coins du monde, puisqu'on en a à Singapour, à Lisbonne, aux États-Unis, et quelques-uns en France et même dans le Jura et dans le Gers. Alors, on vous embrasse tous et on vous dit à très, très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.